Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'App Global. Ça fait partie d'une suite de séries, un peu mon Kamal Cinematic Universe, qui a commencé en début d'année, que j'ai continué à Paris. D'ailleurs, merci encore pour les invitations, tout ça. Du coup, c'est un peu la suite de c'est quoi une app qui scale, c'est quoi une app résiliente, c'est quoi une app qu'on sait déployer et qu'on maîtrise. Du coup, ça va terminer un peu cet arc-là, mais du coup, c'est comment déployer une app de manière globale, à l'échelle mondiale, et surtout résiliente, et avoir des problèmes un peu de comment font les gros. C'est un peu une question, voilà, juste comment Facebook déploie Facebook. Pourquoi Facebook, soit au fin fond de la Patagonie ou à Lyon, pourquoi ça marche exactement de la même manière et pourquoi juste ça marche aussi bien de partout dans le monde. Donc un peu de contexte, c'est vraiment se dire, bah, c'est quoi la résilience, pourquoi une application marche tout le temps, comment Facebook fait ses upgrades, comment vous pouvez faire des upgrades, comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Donc comme je disais, ça fait partie de cette suite d'articles qu'on va clôturer du coup aujourd'hui pour faire une belle fin pour moi, en tout cas. Mais du coup voilà, cet arc-là, je vous invite à aller voir les blog posts et les vidéos précédentes parce que ça fait partie de tout ça. Mais du coup, c'est vraiment une presse un peu plus intellectuelle qui ne va pas forcément vous concerner au quotidien, mais c'est très intéressant de savoir comment ça fonctionne purement techniquement. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un talk purement techos très cool, quoi. Du coup, le plan pour aujourd'hui, c'est avant de commencer, c'est de se demander déjà bah, de quoi on parle. Ça veut dire quoi scaler, ça veut dire quoi résilience, ça veut dire quoi déployer de manière globale. On l'entend tout le temps, un CDN c'est global, ok. Comment ça marche, ça veut dire quoi. On va aussi un peu se demander bah, c'est quoi être résilient comme je disais et comment déployer son app de manière globale. Mais surtout, le plus important, c'est que ce n'est pas une silver bullet. Vous avez des problèmes qui vous concernent vous, c'est dans votre contexte, et je le dis tout le temps, je le répéterai jamais assez, n'essayez pas de reproduire ce que font les gros, n'essayez pas d'aller all-in sur un React et sur une application en microservice déployée à l'échelle mondiale, ça n'a aucun sens dans votre contexte très probablement. Et du coup, bah, on va essayer de voir quand même malgré tout comment ça fonctionne, parce qu'il y a des petits trucs qu'on va pouvoir récupérer qui vous concernent vous de manière très concrète dans vos applications du quotidien. Avant de continuer, vous connaissez le petit topo habituel. Vous pouvez me retrouver à peu près partout sur Internet, sur @Guillaume Bridet, sur mon blog. Et voilà, je suis le lead dev de SpendHQ. Venez nous parler, on recrute pas mal de gens en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à venir papoter si vous voulez du travail concrètement. Et voilà, du coup c'est cool. Avant de commencer, quelques petits rappels finalement, c'est quoi la résilience et c'est quoi la scalabilité. Et en fait, les deux, on peut les mettre en concurrence, mais c'est vraiment les deux faces d'une même pièce parce que la solution est la même dans les deux cas. Mais la résilience, c'est quoi? Ça va être la scalabilité dans ce cas-là, c'est le cas comment absorber de la charge. C'est-à-dire que j'ai 1000 users, qu'est-ce qui se passe? J'en ai 1 million, qu'est-ce qui se passe? Le concept est le même, mais l'approche, la solution n'a absolument rien à voir. Et on en a parlé à Paris la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus. Et la résilience, c'est le fait de, bah, si mon app crache, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Facebook ne crache jamais? Pourquoi Twitter ne crache jamais? Mais pourquoi c'est le cas, par exemple, potentiellement sur vos applications à vous? Du coup, la résilience, c'est la capacité à être up tout le temps, toute l'année, quelle que soit la charge et quelles que soient les situations du réseau ou les upgrades que vous devez faire sur Rails 8, PG18 qui est sorti il y a 3 jours, etc. etc. Mais le scaling, on va quand même revenir dessus, c'est très important. Il y a deux notions, il y a deux façons de faire du scaling. Il y a la notion qui est verticale, c'est on va mettre plus de corps et plus de RAM dans un seul serveur. C'est très important. Et le scaling horizontal, c'est on va prendre ce serveur-là et on va le dupliquer n fois. Donc on va voir que c'est deux solutions à un problème, mais qui n'a rien à voir en termes de complexité, mais qui ne répondent pas aux mêmes besoins. Et c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la complexité de la scalabilité verticale, que je vous conseille à tous le plus longtemps possible, autant aussi gros que vous soyez, de faire le plus longtemps possible. Vous prenez un serveur, vous lui mettez 250 cœurs dedans, vous mettez 2 Tera de RAM, et ce n'est pas une expression, ça peut aller jusqu'à 2 Tera de RAM pour certains, mais c'est la scalabilité verticale. Ça, avant, vous allez imprimer du cache avant d'en atteindre les limites. Littéralement imprimer du cache. Par contre, si ce seul et unique serveur crash, qu'est-ce qui se passe? Bah, votre application, elle est down. Et là, on a atteint un peu la limite de ce modèle-là. Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a atteint ce truc-là? Bah, on est un peu obligé, par fatalité, il n'y a pas vraiment d'autres moyens modernes de faire ça, de passer à la scalabilité horizontale. C'est-à-dire qu'on va avoir des plus petits serveurs, probablement moins chers, mais on va en avoir probablement une infinité. C'est ce qu'on appelait à l'époque, pour ceux qui se souviennent, le modèle, enfin, toujours d'actualité, CAT versus PET, cattle versus PET. Donc un troupeau de vaches, s'il y en a une qui meurt, c'est pas très grave, sur le papier. Par contre, si votre chat meurt, bah, ça vous embête un peu plus. Bah, c'est un peu le même concept. Par contre, c'est très dur à mettre en place, conceptuellement parlant, et ça amène plein de difficultés. Et pourquoi je dis ça? Parce que en général, on dit tout le temps Rails scale mal, c'est super dur à dire.
Mais il y a des trucs, notions très importantes, c'est la notion de stateless versus stateful. Peut-être qu'on en a déjà parlé par le passé aussi, ça, donc on en reparlera plus tard peut-être potentiellement. Mais c'est très simple, excessivement simple de scale Rails parce que c'est un modèle stateless. Je peux prendre mon Rails, mon application Rails qui est conteneurisée, je peux la dupliquer à l'infini. C'est très simple à faire, j'ai juste à payer plus de serveurs. Il n'y a vraiment aucune difficulté mentale à scale Rails de manière générale, ni Laravel, ni aucun compute de manière générale. C'est vraiment simplissime. Par contre, un modèle stateful, donc une base de données, Redis, votre Elasticsearch, votre LLM, ce genre de choses qui sont stateful, la donnée à une valeur, bah ça devient, je caricature, quasiment impossible, enfin, à minima, excessivement dur de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule source de vérité. Je ne peux pas la prendre et la dupliquer à deux endroits différents. Laquelle est la bonne? Bah, il y a des modèles, justement, des solutions, mais c'est que des solutions alternatives ou qui vont contourner ce problème-là, qui vont nous permettre de scale. Mais du coup, je dis tout le temps, et je le dirai jamais assez, votre compute, Rails dans notre cas, n'est pas lent. Ça n'a aucun sens de dire ça. Si quelqu'un vous dit ça, alors c'est oui, je vois des têtes bouger, mais en vrai, ça n'a pas beaucoup de sens et on reviendra après pourquoi. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est assez tangible pour que ça soit réellement un problème qui met en péril votre business. Par contre, votre database est lente. C'est elle qui sera à vie et ad vitam aeternam, c'est elle qui sera votre bottleneck, à vie. Il n'y a pas de débat là-dessus, quel que soit, si vous utilisez Node, quelle que soit la techno qu'il y a derrière, du Python, ou même si vous écrivez ça en assembleur, ça n'a pas de sens de dire ça. Autre point sur lequel je reviens tout le temps, c'est l'immense majorité de la vie de votre app, elle va passer son temps à attendre. Et c'est pour ça que Rails est lent, ça n'a pas beaucoup de sens, et je vais détailler pourquoi, mais votre app passe sa vie à attendre. Rails est très rapide pour exécuter du code, par contre, il doit attendre les allers-retours aux requêtes HTTP. Il doit attendre, par exemple, la concurrence, on y viendra après, ce genre de choses. Il doit attendre les services extérieurs, etc. etc. Mais d'ailleurs, je vous ai fait une petite liste, et en fait, c'est pour ça que quand vous regardez les logs ou quand vous regardez le monitoring de votre app, Rails est vraiment le temps le plus court dans une requête HTTP, dans votre requête de manière générale. Pourquoi? Parce que par exemple, le TCP Handshake, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais par exemple, l'authentification en SSL dont on parlait tout à l'heure, l'authentification des DNS, tout ça prend énormément de temps avant même que Rails n'ait été lancé. Pareil pour les allers-retours network. Si par exemple votre serveur, vous êtes à Malaga et que votre serveur est à Paris, bah, il y a physiquement un temps qu'il doit faire entre Malaga et Paris. Et Paris, effectivement. La concurrence avec les threads, on le voyait tout à l'heure, si vous avez 14 applications qui tournent sur un serveur, vous n'aurez pas les mêmes performances que s'il y a seulement votre application qui tourne sur votre serveur. Et les VPS, la nature même des VPS, c'est ça. Il y a plusieurs applications qui tournent sur un seul serveur. Et ça prend du temps. La plus connue de très loin, c'est les allers-retours à la base de données, ce qu'on appelle l'IO bands. C'est on va attendre que la base de données fasse quelque chose. Rails est très rapide pour demander l'ordre à la base de données de récupérer une requête, mais la requête, elle, est très lente. Et ça prend énormément de temps. Et même l'aller-retour physique à la base de données prend énormément de temps. C'est même d'ailleurs la plus grosse pénalité en général. Et les problèmes de pooling qui ont été abordés tout à l'heure, c'est que si vous avez 14 workers et 13 threads par worker, ok, super. Est-ce que votre base de données est capable de gérer justement ça? Bah non, elle va vous mettre en attente. Et votre Rails, il va compute ça de manière très rapide, mais vous allez être en attente. Et ça a énormément de poids. Pareil pour les calls à l'API, on le voit de plus en plus avec les LLM. Dès que vous appelez quelque chose à ChatGPT, par exemple, ça prend une vie pour le faire. Bah ça prend du temps. C'est pas Rails qui est lent, c'est ni d'ailleurs votre serveur web qui est lent. C'est un problème de latence, c'est purement un problème de latence. Pareil pour la sérialisation des sérialisations, et surtout la plus grosse erreur que je vois, c'est la multi-région. Par exemple, des gens hébergent quelque chose à Roubaix chez OVH, mais ils veulent héberger quand même leur base de données chez Amazon parce que c'est plus safe, et ils le mettent chez un RDS. Et ben, le temps de connexion entre Roubaix et Paris est excessivement lent. Mais lent au point où c'est mesurable pour un humain. C'est-à-dire que vous allez faire une requête, vous allez avoir à chaque aller-retour 20 millisecondes de pénalité, gratuitement, comme ça, à vie, et c'est incompressible comme temps de perte. Et ça, c'est un vrai problème. De la même manière, on utilise de plus en plus des services de stockage externes, on peut penser à S3, bah ok, donne-moi l'URL de cette image-là. C'est très long à calculer et ça prend énormément de temps. Mais pareil, si vous utilisez des block storage pour sauvegarder les fichiers sur un autre disque séparé sur le réseau, ça prend énormément de temps. Et un autre truc qu'on oublie tout le temps, c'est le fait de render une application en SPA, j'en ai parlé des dizaines de fois ici. Ça prend un temps infini de render ça, et ça fait partie de ce que l'utilisateur final va mesurer en temps de latence. Et tout ça, on peut le mettre sous la bannière IO Bands, dont j'ai parlé l'autre jour, la dernière fois à Paris, en début de mois. C'est l'IO Bands, c'est votre app. Pour scaler, il faut réduire au maximum le temps de latence. Augmenter la puissance, augmenter ce genre de choses a rarement beaucoup d'importance. Par contre, réduire
des temps de latence, ça va être là où vous aurez de très loin le plus d'impact. Et d'ailleurs, le cache sert à ça. Le cache sert à quasiment virtuellement enlever la plupart des étapes intermédiaires. Parce que si vous mettez du cache avec du Rails classique, le Rails cache, bah, ça va enlever les appels à la base de données, ça va enlever les problèmes de région, ça va enlever les appels aux services externes, ça va enlever les appels à l'API. Le cache résout quasiment tous ces problèmes-là. Il y en a d'autres de problèmes, bien sûr, mais ça sert que à réduire la latence à ces appels réseau et à ces appels externes, à réduire littéralement l'IO bounds. De la même manière, les microservices, et je ne le dirai jamais assez, c'est un problème qui est plus organisationnel que technique, mais plus vous aurez de microservices, qu'ils soient vous en interne pour vous ou dépendants externes, plus vous aurez de services, de microservices, plus vous aurez de latence. C'est inévitable, c'est un problème qui est insolvable à l'heure actuelle, vous êtes obligé, la courbe est quasiment linéaire, mais ça va résoudre d'autres problèmes bien évidemment, mais plus vous allez avoir de services externes, plus vous allez dépendre de choses externes, plus vous aurez de latence et moins vous aurez de performance, c'est absolument inévitable. Donc, ne choisissez pas des services externes trop vite, parce que ça peut avoir un impact réel sur votre business dans votre vie. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait une app résiliente? Comment, et résiliente, ça peut aussi vouloir dire performante. Une application qui est lente, elle marche certes, mais dans la vraie vie, elle est inutilisable. Et pour vous faire un petit peu de storytelling, j'ai vécu à New York pendant 2 ans, et en fait, toutes mes applications et tous les services que j'utilisais étaient encore français, Doctolib, etc., etc. Mais surtout, mes applications à moi personnelles ou ceux sur lesquels je travaille étaient encore en France. Et en fait, la latence pour traverser l'Atlantique, elle est énorme. Mais on ne se rend pas compte. Oui, ça va à la vitesse de la lumière, mais ça prend énormément de temps. Et Dashage, d'ailleurs, on a parlé récemment à la Rails World, enfin, il y a 2 semaines, à la Rails World. Rien que pour faire un post, pour poster un commentaire, il y a déjà 4 requêtes qui sont faites. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a quand même 4 requêtes qui sont faites. Il y a le post, ça fait déjà un aller-retour. Il y a ensuite la connexion TLS, un aller-retour pour être sécurisé. Ensuite, il y a un troisième aller-retour pour quelle est la redirection une fois que j'ai fait mon post. Il faut que je charge / en l'occurrence. Et ensuite, je fais le dernier aller-retour pour charger la page d'accueil, en l'occurrence de mon site. Et chaque aller-retour, typiquement à New York, ce n'est pas 220 millisecondes, c'est un peu moins, c'est autour des 100 millisecondes. C'est-à-dire que chaque requête, je me prenais 500 millisecondes d'attente dans la tronche. Et une page, ce n'est pas une requête, c'en est des dizaines probablement. Donc en fait, chaque page que je chargeais sur Doctolib, ça prenait 2, 3, 4 secondes pour charger Doctolib. Donc en fait, est-ce que c'est résilient? Pas vraiment. Doctolib n'a pas de clients aux États-Unis, donc il s'en fiche. Et moi non plus, j'ai aucun client aux États-Unis, donc je m'en fiche. Mais n'empêche que l'usage que j'avais de mes apps était quasiment inutilisable, juste parce que ça traverse l'Atlantique. Et là, on arrive à un problème qui est très très dur à résoudre, c'est la notion de load balancer et de surtout géo-load balancer, très important, qui permettent de résoudre un peu tous ces problèmes de résilience et de performance en même temps. Parce que la performance actuelle, c'est juste, si on prend du scaling horizontal, de la réplication des données. C'est assez simple à faire, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, on rentre dans un monde qui est excessivement complexe et que vous avez probablement pas approché du doigt récemment dans vos apps, ni en France, ni en Europe, ni ailleurs, très probablement en tout cas. Mais c'est intéressant de voir que comment fait Shopify. On voit parfois à chaque Black Friday en fin d'année, ils disent on a 1 million de requêtes par seconde. Conceptuellement, c'est inconcevable justement, mais comment on peut faire technologiquement pour avoir 1 million de requêtes par seconde? C'est un problème qui est excessivement dur à gérer, excessivement dur, j'insiste là-dessus. Mais du coup, la réplication et le scaling horizontal est littéralement aujourd'hui le seul moyen pour le faire. Si on prend un peu des schémas pour voir ce que vous avez dans vos apps traditionnelles, historiquement, vous avez probablement quelque chose qui ressemble à ça. Alors évidemment, c'est simplifié, il manque les workers, Redis, le cache, etc. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais le plus longtemps possible, de très loin le plus longtemps possible, même pour aller jusqu'à une levée de fonds ou même pour aller en bourse, vous pouvez tenir largement très longtemps avec ça. Vous allez avoir un Rails que vous allez scaler à l'infini. Là, vous aurez peut-être quelques téras de mémoire ou quelques pétas de données dans la base de données et ça marchera très très bien. Mais vous allez avoir la limite de si ça crache, qu'est-ce qui se passe, comme on disait. Et très rapidement, vous allez avoir des architectures qui ressemblent à ça. D'ailleurs, si vous utilisez Heroku, des services managés, Flyo, dont on viendra après, tout ça n'est jamais géré nativement. C'est un problème qui est très compliqué. Il n'y a aucune résilience ni redondance par défaut sur les hébergeurs, parce que c'est un problème qui est très cher et très, très compliqué à mettre en place. Mais typiquement, vous allez avoir un load balancer, ça c'est le schéma que j'avais pris l'autre jour, avec justement plusieurs rails. S'il y en a un qui crash, ça n'a aucune importance. Parce qu'il y en a un autre qui va prendre le relais, on peut les déployer à l'infini, etc., etc. Par contre, ça ne règle pas le problème de moi je suis à New York, vous êtes en France, comment je fais pour accéder à à mon application de manière rapide sans traverser l'Atlantique. Donc là, on va mettre en place du scaling justement à l'échelle mondiale. Et ça, pareil, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous aurez les slides après. C'est très dur à faire. Mais là, ce que vous ne voyez pas ici, c'est ce qu'on appelle un geo-load balancer. C'est excessivement compliqué à mettre en place. Un geo-load balancer, c'est avec une adresse IP
comment je fais pour répondre à 2 serveurs différents en même temps? En fait, on n'y pense jamais, mais pourquoi quand je vais sur facebook.com, ça me renvoie jamais à la même adresse IP où que je sois dans le monde? C'est très dur à gérer comme problème, parce que là, vous gérez sur vos DNS classiques, vous mettez masuperapp.com, ça pointe sur telle adresse IP, ok, super, ça fonctionne. Mais en fait, le problème pour juste faire en sorte de ne pas répondre à la même adresse IP où que vous soyez dans le monde est un problème excessivement dur à faire. Et surtout, on le voit très rapidement que ça crée une quantité de serveurs qui est assez délirante. Juste pour déployer mon serveur de manière résiliente sur 2 continents, j'ai déjà à peu près 10 serveurs à manager, à gérer de manière quelque part. Je dois les mettre à jour, je dois les monitorer, je dois faire tout un tas de choses. C'est très très dur à faire. Et typiquement, c'est très dur à faire pour ces raisons-là, mais en fait, c'est tellement dur à faire qu'il n'y a que quelques providers dans le monde qui sont capables de faire ça. En vrai, ils se comptent littéralement sur les doigts de la main. Il y a Microsoft, évidemment, il y a Google, Amazon et Fly.io, c'est celui que j'ai trouvé, Cloudflare. C'est des services qui sont hyper spécialisés là-dedans, mais c'est très très dur à faire. Vous devez être capable de gérer des DNS au niveau mondial et de comprendre une requête, de faire une analyse de la requête en mode combien de temps prend cette requête pour pouvoir envoyer telle adresse IP plutôt qu'une autre. C'est un problème qui est juste technologiquement hyper dur à faire. Par contre, c'est actuellement le seul et unique moyen de scale à l'échelle mondiale. On peut avoir des solutions un peu simplifiées, c'est ce que fait par exemple Bitwarden ou d'autres apps d'ailleurs, mais j'ai Bitwarden en tête particulièrement, aussi pour des notions de droit et de où sont hébergées les données. Mais typiquement, Bitwarden ne se sont pas posé la question de gérer ce problème-là, ils se sont dit, vous êtes aux États-Unis, vous allez sur us.bitwarden.com ou juste bitwarden.com. Par contre, si vous êtes en Union européenne, vous faites eu.bitwarden.com. Et en fait, là, vous avez 2 adresses IP et vous n'avez quasiment plus aucun problème. Mais vous avez quand même de la redondance, de la résilience à mettre en place, des load balancers, et ça reste un problème qui n'est pas du tout simple à mettre en place. Et le dernier point, le plus important et de très loin, qui va d'ailleurs driver toute notre infrastructure de manière très globale, c'est qu'une application, j'ai mis 95%, le chiffre a une source très précise qui est moi, qui est la plupart des apps, l'immense majorité des apps, et d'ailleurs vous pouvez, conceptuellement on peut le comprendre, c'est que des reads, c'est que des gets. C'est rarissime que votre application fasse de l'écriture dans votre base de données en comparaison, en proportion à la lecture que vous faites. Parce que vous allez, même vous, quand vous naviguez sur une page, rarement vous allez liker, ok, c'est une écriture, ok, vous allez créer du cache, vous allez créer ce genre de choses, mais en comparaison à la lecture, c'est insignifiant. Et c'est un impact énorme sur c'est une chance d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on peut scaler à l'échelle globale, c'est grâce à cette proportion-là qu'on peut justement scaler correctement. Parce qu'on en arrive au point important on a toujours, même si on a déployé, là j'ai déployé à New York, j'ai déployé à Lyon, ok, je suis content, mais j'ai toujours un seul point de failure, donc ce qu'on appelle les SPOF, Single Point of Failure, c'est ma base de données, parce qu'elle est stateful. Je ne peux pas la répliquer aux États-Unis, ça n'a pas de sens. Du coup, on arrive au deuxième problème qui est le plus dur à gérer, et de très loin le plus dur à gérer, c'est la réplication de données. Est-ce que déjà, dans la salle, il y a des gens qui ont fait de la réplication de données récemment Récemment, non. Donc il n'y en a qu'un. Et en fait, en proportion, l'immense majorité des gens ne font pas ça. C'est un problème qui est excessivement dur à faire. Pourquoi? Comment ça marche concrètement? On va toujours, dans tous les cas, que vous soyez Shopify ou que vous soyez moi, vous allez avoir qu'une seule base de données primaire. C'est la seule source de vérité. Et quel que soit le nombre de users, vous allez toujours, dans l'immense majorité des cas, avoir qu'une seule base de données. Ça, c'est qui est assez fou conceptuellement, que vous soyez une petite app dans votre coin ou Facebook, vous n'avez qu'une seule base de données primaire, en caricaturant. Et je dis caricaturant parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais peu importe. Par contre, on va avoir une nouvelle notion de réplica. Et les réplicas, c'est pour régler le problème des 95% de requêtes en lecture, on peut en avoir littéralement une infinité. Et surtout, on peut en avoir une infinité par région. Et j'y viendrai juste après. Mais du coup, le concept, c'est quoi? C'est qu'on va faire de la lecture-écriture sur les bases de données primaires. La donnée primaire va se répliquer en temps réel sur les réplicas, on peut en avoir plusieurs. Et par contre, notre AppRails ne va lire, et ça c'est important, que sur les réplicas, exclusivement sur les réplicas. Oui, mais il faut qu'elle soit accessible en lecture. C'est pas juste un dump quelque part. Il faut qu'il y ait une instance qui tourne quelque part. Donc on arrive dans la réplication de données. Alors c'est sorti avec PG9 il y a fort longtemps. Des gens dans cette salle étaient pas nés d'ailleurs, pour l'anecdote. Mais du coup, ça a été présenté avec PG Base Backup. En gros, le concept, c'est justement de mettre ça en place. Vous regarderez si vous voulez dans les détails. Mais du coup, un primary, n réplica, on peut en avoir littéralement par définition une infinité. Mais ça n'a aucun sens de faire ça pour le pooling dont on parlait tout à l'heure, mais c'est un détail qu'on n'abordera pas ici. Et surtout, c'est important pour la résilience de vos apps parce que ça va être le seul
seul, c'est pas une expression, moyen de faire du failover. Le failover, c'est si mon instance Postgres, mon primary crash, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis obligé d'en avoir un deuxième prêt à tout instant, en un claquement de doigts, à être accessible. C'est pour ça que les backups ne marchent pas dans ce cas-là. C'est qu'il faut qu'il y ait une instance qui soit prête à absorber toute la charge d'écriture à tout moment. Ça arrive tout le temps d'ailleurs, enfin très souvent sur les grosses apps. C'est comment en un instant, mais en un instant, à savoir moins d'une seconde, je peux switcher toute mon infrastructure sur une autre instance de Postgres. Comment ça marche? On en a parlé la dernière fois du WAL, donc au début de l'été. Le WAL, c'est justement toutes les instructions qui sont envoyées à Postgres pour faire les actions que Postgres a besoin de faire, à savoir update ce champ, ajoute un champ, supprime un champ, etc., etc., ou juste lit des champs. Mais c'est surtout pour la modification des données, évidemment. Et en gros, ce qu'on va faire pour Replica, c'est qu'on va lui envoyer justement le carnet de commandes en mode applique ces changements-là. Et c'est hyper important parce que du coup, l'avantage, c'est qu'on peut les répliquer à l'infini. Et bah, évidemment, c'est en temps réel. C'est pas si vieux que ça, cette feature-là dans Rails. Ça date de Rails 6, donc grâce à Eileen, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé chez GitHub pendant très longtemps et maintenant chez Shopify, dont je parle souvent. Ça date de Rails 6, donc c'est un problème qui est relativement, comme c'est dur à faire et que très peu de gens ont, c'est très récent. Donc c'est que maintenant, Rails gère nativement plusieurs bases de données et surtout, il gère les bases de données avec la notion de réplica et de read. C'est quelque chose que vous avez tous vu dans les changelogs en mode MDR, trop bien sur Twitter. Maintenant, Rails fait ça. Je pense que vous avez probablement jamais mis ça en place dans vos applications, très probablement. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. C'est que c'est à vous, c'est pas Rails qui est responsable, c'est à vous de gérer justement cette notion de comment mettre ça en place dans vos applications, comment vous déployez votre Postgres en réplica, et vous allez juste, je mets des guillemets, dire à Rails, ben voilà, en lecture et écriture, tu vas utiliser le primary, et en lecture seulement, et pour toutes les requêtes de lecture via Active Record, sans exception, tu vas utiliser le réplica. Et c'est à vous de le déployer où vous voulez dans le monde. Donc là, je peux en avoir un à New York. La variable d'environnement sera celle de New York réplica host PG ce que tu veux. Et pour celle de la partie à Paris, bah, ça sera Paris, je ne sais plus ce que j'ai dit, host PG Paris. Et après, bah, du coup, dans Active Record, c'est excessivement simple à faire. Active Record, sait ce qui est en lecture, sait ce qui est en écriture, évidemment. Et du coup, bah, il va choisir la bonne configuration en fonction de ça. Donc c'est très très simple à mettre en place. Et d'ailleurs, il y a une techno super cool, Kamal, qui permet de déployer plein de choses dans le monde. Je ne vais pas y revenir, mais du coup, là, si je devais déployer mon application à New York, bah, je ferais exactement ça. J'aurais un réplica justement à New York, un réplica à Paris, parce que j'ai quand même un réplica à Paris. Mais du coup, j'ai deux réplicas. Mes instances de Rails à New York tapent dans les réplicas à New York. Par contre, toutes les écritures continuent d'être à Paris. Donc il y a quand même une pénalité pour les écritures, mais comme c'est que 5% des requêtes très précisément, bah, du coup ça n'a pas beaucoup d'importance si c'est un peu plus lent. Et pour les réplicas de Paris, bah, ça tape toujours dans Paris. Et si mon réplica de New York meurt, bah, ça tapera dans celui de Paris de manière automatique. Donc on peut voir la complexité juste pour être à la fois global et résilient. La quantité stratosphérique de serveurs qu'il faut est quand même assez délirante. Et d'ailleurs, s'il n'y a aucun provider, sans exception, qui gère ça par défaut, c'est à vous de le mettre en place manuellement, parce qu'encore une fois, c'est un problème qui n'est pas du tout simple à gérer, et surtout qui est très très cher. Donc effectivement, c'est un problème qui est très simple, très complexe, pardon, et ne faites surtout pas ça chez vous, par pitié. Faites du scaling vertical le plus longtemps possible avec juste un load balancer, tout ira bien dans vos vies. Vous pouvez aller très très loin comme ça, mais surtout, avant de dire que Rails est lent, que Laravel est lent, que PHP est mort, et que je ne sais quoi, eh ben, optimisez vos requêtes à la base de données, réduisez la latence dans vos apps, c'est de loin la plus grosse pénalité. C'est très overkill pour ce que vous allez faire. Par contre, la résilience, la réplication, c'est obligatoire dans la plupart des apps qui génèrent de l'argent, en tout cas dans un certain seuil tolérable. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, que ce soit pour React ou pour Kamal, ou pour la résilience, ce genre de choses, la complexité cachée est délirante. C'est-à-dire que pour monitorer tout ça, pour savoir que votre container est mort et pourquoi il est mort à ce moment-là, c'est très dur à faire. Très très dur. Et ça est très coûteux. Comment on gère les credentials avec les variables d'environnement aux États-Unis et en Europe? Où est-ce qu'on les sauvegarde? Comment on les manage? Qui a le droit d'y accéder à ça? Quel est le coût? Quel est le retour sur investissement? Est-ce que la pénalité de traverser l'Atlantique coûte moins cher virtuellement que de le déployer à l'autre bout du monde? La gestion du pooling est très dure, etc., etc. Il y a énormément de choses qu'on ne considère pas quand on met ce genre d'architecture en place, qu'il faut prendre en compte. Et pareil, ne vous jetez pas sur des SPA et du React, ça n'a aucun sens.
Je voulais juste le placer. Mais du coup, la complexité cachée est un vrai problème. Par contre, en revanche, c'est la seule, à ce jour, en tout cas à ma connaissance, le seul moyen de faire des upgrades de Postgres, par exemple, sans downtime. Il n'y a pas d'autres moyens à ma connaissance. Vous pouvez faire de la migration de données. Par exemple, vous voulez migrer des données d'une base plus petite à une base plus grosse. Bah, il n'y a pas beaucoup de moyens différents que de faire une réplication de données. Et c'est globalement la seule chose que vous pouvez faire. Donc, il faut quand même, à minima, un peu voir à quoi ça ressemble et peut-être commencer à jouer avec. Et voilà, conceptuellement, ça reste intéressant de voir comment Shopify fait à chaque Black Friday pour faire tout ça. Je suis très en retard, donc merci à tous pour cette présentation. Et avant de conclure, si vous avez des questions, oui, dis-moi Mathieu. Et du coup, quand on voit les streamers vidéo, par exemple, Netflix, comment ils gèrent ça, Netflix, quand on voit les vidéos en France? La vidéo, elle est où en base de données? Du coup, elle doit être. Bah, c'est exactement ça. Alors, pour les vidéos, parce que c'est des fichiers et pas vraiment une base de données, c'est beaucoup plus simple, je mets des guillemets, parce que c'est des fichiers statiques. Du coup, eux, pour le coup, ils ont un CDN avec des bases de données par continent, et ils font exactement ça. C'est-à-dire que quand vous uploadez une vidéo sur YouTube, elle va être, une fois qu'elle va être traitée, elle va être dispatchée dans le monde. Et parce que c'est Netflix, ils ont largement accès à des GeoDNS et des Geoload Balancers, ils vont savoir que tu es un client européen, donc on va te mettre accès au serveur européen. Mais ce n'était pas le cas, notamment de Vimeo pendant très longtemps. Et on a souvent eu ce souvenir que Vimeo était lent. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là. Parce que Vimeo était pendant très longtemps, jusqu'à maintenant peut-être même, je ne sais pas, était hébergé exclusivement aux États-Unis pour ces raisons-là, parce que c'est un problème, encore une fois, très dur de comprendre que la requête vient d'Europe pour ne pas faire traverser l'Atlantique. Mais Vimeo a été lent pendant des années pour cette raison-là. Et d'ailleurs, Dailymotion est quasiment inutilisable pour ces raisons-là dans le monde entier, à part en Europe et aux États-Unis, pour ces raisons-là. C'est très dur à faire. Mais pour les fichiers statiques, c'est un peu différent, parce que pour les assets, donc les CDN, vous utilisez sûrement des CDN pour vos assets, peut-être. C'est un concept qui est beaucoup plus simple à mettre en place que de calculer une requête qui est spécifique à ta requête à toi. Par contre, te servir un fichier JS ou CSS, je n'ai pas besoin de savoir qui tu es ni ce que tu me demandes l'adresse, je te l'envoie. Donc où que tu sois dans le monde, c'est beaucoup plus simple à gérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de manger? Oui, n'importe. Ouais. C'est pas une vraie question, mais c'est juste pour partager un autre cas d'usage des réplicas. Nous, on s'en sert aussi pour donner un accès en lecture à DB aux développeurs. Ouais. Et ça permet, un peu ce que disait Mehdi, d'aller un peu plus loin que d'écrire le code, mais aussi proactivement de voir de la vraie donnée de prod, de débugger avec de la donnée de prod, ce qui est quand même vachement plus facile. Ouais. Et de faire des petits monitoring ponctuels quand on release, ça donne beaucoup plus de pouvoir en fait. Carrément. Non, carrément, de fou, ouais. Il y avait une dernière question? La question, c'est plus sur le flux vidéo, mais live, genre à Twitch. Ouais. Comment aujourd'hui il peut dispatcher son flux, c'est juste qu'il le copie en live dans plusieurs continents. Exactement. Le temps de réponse, c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage dans le temps de réponse, et c'est pour ça qu'il y a globalement le seul provider qui fait ça dans le monde, c'est Amazon et Google. Il n'y a quasiment aucun service de streaming en dehors des deux, parce que c'est technologiquement quasiment impossible à faire si on n'est pas énormissime. Et du coup, c'est exactement ce qu'ils font. Il y a un seul flux vidéo qui est envoyé à un seul serveur, qui l'envoie à plusieurs serveurs, qui ensuite vous l'envoie à vous. Mais c'est tellement dur à faire qu'il n'y a aucun concurrent, et il n'y aura probablement jamais des concurrents d'ailleurs. Et pour ces raisons-là, parce que c'est dur. Mais pareil, pour les fichiers statiques, c'est quand même beaucoup plus simple à faire que pour des bases de données. Merci. Merci.